C'est bien. Bonjour, nous sommes l'association Coral Guardian. Je suis Coco Tamlin, directrice de l'association. Et je suis Neida Radouane, la responsable des partenariats. Alors, vous le savez tous, les coraux sont menacés d'extinction. Vraiment d'extinction. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme depuis des années et nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter un projet qui vise à accélérer les efforts de sauvegarde des écosystèmes coralliens partout dans le monde et pour vous expliquer pourquoi c'est si important. Alors on va commencer par le début. Le corail, qu'est-ce que c'est? Le corail, comme on le voit sur cette magnifique photo prise par un membre de notre équipe en Méditerranée, le corail est un animal composé d'une multitude de polypes qui ont tous des petites bouches et des tentacules pour chasser la nuit. Les coraux forment des structures qu'on appelle des récifs coralliens qui abritent des milliers d'espèces partout dans le monde. C'est même un quart de toute la vie marine, donc 25% de toute la vie présente dans nos mers et océans qui dépend de ces écosystèmes comme habitat. C'est énorme. Quand on parle du corail, on pense souvent à des plages paradisiaques, aux coraux tropicaux. Les coraux sont présents dans toutes nos mers et océans. On le voit sur la carte de droite avec les pointillés roses. Ils sont présents en France métropolitaine, en Antarctique, vraiment partout. Ils protègent d'ailleurs les côtes d'événements climatiques majeurs, comme les ouragans, les tempêtes. Et c'est même 500 millions de personnes, donc soit 7 fois la population de la France quand même, qui en dépend pour vivre. Alors, si on est devant vous aujourd'hui, c'est parce que les coraux sont extrêmement menacés par plusieurs choses. D'une part, bien sûr, par les changements climatiques, par les phénomènes d'acidification des océans et la hausse des températures des océans que vous connaissez bien et qui menacent les récifs coralliens à l'échelle globale partout sur la planète. Mais aussi, on en parle moins localement, sur toutes les régions du monde, on parle de pollution industrielle, pollution agricole, pollution plastique. On parle aussi de surpêche et de pêche destructrice, donc d'utilisation de méthodes de pêche qui vont venir détruire les océans et les écosystèmes coralliens. Donc ici, vous pouvez voir sur cette photo un récif qui a été totalement dynamité. Donc utilisation de bombes pour pêcher. Ici, c'était sur notre projet en Indonésie, donc pris par un membre de l'équipe également. Et ce type de méthode destructrice de pêche existe bien sûr en Europe. C'est d'ailleurs un sujet que l'association Bloom connaît bien, qu'on a vu juste avant, avec par exemple le chalutage. Donc ça se passe vraiment partout. Pour vous donner quelques chiffres, les scientifiques affirment aujourd'hui qu'on a déjà vu 40% des récifs coralliens disparaître et c'est 90% d'entre eux, donc la quasi-totalité d'entre eux, qui sont directement menacés d'ici à 2050. Donc 2050, c'est dans 25 ans. Certainement qu'ici, on sera tous présents. Et donc ce serait un vrai drame de voir la disparition des récifs coralliens arriver de notre vivant. Et c'est bien pour ça qu'on a décidé d'aider les structures locales pour passer à l'échelle supérieure et pour faire plus. Donc Coral Guardian, nous sommes une association créée en 2012, fondée sur le terrain par la mise en place d'un projet de restauration corallienne en Indonésie. Et aujourd'hui, nous accompagnons les structures locales à développer leurs projets, à impulser leurs projets et à faire grandir leurs projets de restauration corallienne partout dans le monde. Nous accompagnons donc 2 projets actuellement, en Indonésie, qui est notre projet pilote, et en Espagne, dans le sud de l'Espagne, en Méditerranée. En Indonésie, pour vous dire un mot sur chaque projet, nous sommes sur la restauration d'un récif qui a été donc détruit par la pêche à la dynamite. Donc c'est du bouturage de coraux et on travaille avec des communautés locales de pêcheurs qui sont directement impactés sur la zone. Et dans le sud de l'Espagne, on travaille sur une zone qui est très fortement polluée, notamment par les filets fantômes, donc ces grands filets de pêche abandonnés qui viennent étouffer les coraux et détruire toute la biodiversité. Coral Guardian, c'est aussi 4 salariés en France, donc qui accompagnent les projets sur le terrain sur du point de vue technique, financier, opérationnel. Et c'est 9 salariés qui sont soutenus sur le terrain et qui mettent en place les actions. Et c'est un budget global de 430 000 € actuellement. Une photo pour vous montrer l'impact que peut avoir un projet de restauration corallienne. Impact formidable. Ici, on a 4 ans de séparation entre les 2 photos. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Mais on voit bien qu'à l'époque, on avait un désert sous-marin et qu'on réussit à faire revenir la vie qui revient très vite avec de la protection et avec les actions derrière. Donc ici, pour vous donner un chiffre, on a vu 30 fois plus de poissons revenir sur ce projet en 4 ans et 5 fois plus d'espèces. Donc on a beaucoup d'espoir quand on voit ce type de projet, mais aujourd'hui, il y a urgence. Donc on sait qu'il faut accélérer, qu'il faut agrandir ces projets et les passer à l'échelle supérieure partout dans le monde.
Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour vous demander votre soutien. Comme le dit Neida, on a fait des progrès et il y a vraiment de l'espoir dans le succès de certains projets de restauration. Mais malheureusement, ces écosystèmes continuent d'être menacés. Ils sont extrêmement dégradés partout dans le monde. Et on cherche votre soutien pour permettre l'émergence de nouveaux projets de restauration corallienne. Aujourd'hui, jusqu'ici, on a lancé un programme d'accompagnement qu'on appelle le Blue Center, où on accompagne des associations implantées localement, soit ponctuellement, soit de manière plus complète de long terme, pour les aider à développer leurs projets. Mais aujourd'hui, on cherche à passer à la vitesse supérieure et aussi à monter d'échelle au travers d'un projet qui est la plateforme numérique du Blue Center. Ce serait pour nous une véritable boîte à outils pour former sur différentes thématiques, mais aussi pour connecter les porteurs de projets entre eux. En effet, les projets sont souvent... les porteurs de projets sont souvent isolés, ils travaillent un peu chacun de leur côté et manquent d'outils. Donc l'idée, c'est de les connecter et de favoriser ce partage d'expériences et de connaissances. Les objectifs du projet seraient donc d'accompagner 40 porteurs de projets et que 50% d'entre eux développent leur projet, sachant qu'on sait que beaucoup d'entre eux feront partie de la plateforme pour développer leurs connaissances. L'idée, ce serait une vraie victoire pour nous si au moins 50% développaient leur projet grâce à cette plateforme. Et ceci dans 10 pays différents, toujours dans cette optique d'avoir un impact à la fois local et global. Alors rapidement, un petit mot sur l'agenda du projet. Donc en 2022, en 2023, on a déjà formulé tout le contenu de la formation qu'on veut apporter aux porteurs de projets locaux, qu'on a synthétisé dans un document, un manuel de formation. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est donc de mettre en place cette plateforme digitale qui va permettre à ces porteurs de projets partout dans le monde d'y avoir accès. Donc fin 2023, on souhaite recruter quelqu'un qui va être en charge de cette plateforme. Début 2024, l'idée sera de travailler sur l'adaptation des contenus pédagogiques, sur le design des interfaces de la plateforme. Et donc, on souhaite avoir une mise en ligne en juillet 2024 avec quelques tests d'adaptation. Courant 2024, avoir cette plateforme en ligne et prête. Un mot sur le budget. Donc, on est sur un budget total de 31 255 € pour ce projet. Et on souhaite aujourd'hui demander votre soutien sur un budget de 18 600 €. Surtout pour faire tout le travail de mise en ligne de la plateforme et sur le recrutement d'une personne qui va animer cette plateforme et qui va engager les porteurs de projets. Voilà, un grand merci à vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a besoin de vous pour nous aider à accélérer les projets de restauration corallienne partout dans le monde. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle ? Insi. Bonjour, Lorraine Derville, Fondation Mobivia. Je me posais la question avec l'augmentation des températures de l'océan et l'acidification. Est-ce qu'il y a des stratégies d'adaptation des espèces coralliennes ? Je ne connaissais pas du tout le bouturage et c'est formidable les 2 photos que vous avez montrées. Comment on se met dans une stratégie d'adaptation ? Et petit point à côté, j'ai l'impression que votre budget est sous-dimensionné. Personnellement, ça me semble léger. Merci, c'est une très grande question. Bien sûr, on a très peur de l'impact que le réchauffement des eaux peut avoir et a déjà depuis de nombreuses années sur ces écosystèmes. Notre stratégie est de protéger en premier lieu. Donc dans chacune de nos zones, on protège la zone pour éviter les autres impacts. Comme Neida l'a dit, en fait, les coraux sont malheureusement pas seulement impactés par le réchauffement des eaux, mais aussi par des pratiques destructrices, par de la pollution. Donc le fait de protéger, déjà, on veut minimiser les impacts négatifs sur les coraux et permettre la régénération. Et aussi, certains, par exemple, quand un récif a été dynamité, il ne peut pas se régénérer tout seul, donc on est obligé de créer des structures artificielles pour favoriser la régénération du récif. On avait une autre question, non, mais comme ça. Oui, je ne sais pas si vous avez fini. Bonjour, je suis Servane Mesguer, je suis Chief Impact Officer de Ring Capital et je pilote la Ring Foundation et je surfe à mes heures perdues. Juste pour vous poser une petite question sur les destinataires de la plateforme, donc à qui exactement est destinée la plateforme et comment vous sélectionnez les associations locales avec lesquelles vous travaillez. Et je suis assez d'accord sur le dimensionnement du projet et sur surtout en pluriannuel, ça paraît peu. Merci beaucoup. Oui,
alors sur la sélection des personnes, des porteurs de projets, en fait, on ne va pas vraiment sélectionner les porteurs de projets. L'idée, c'est que cette plateforme, elle soit diffusée dans nos réseaux scientifiques, nos réseaux de personnes qui travaillent sur le corail au plus possible. Et donc, les personnes qui vont venir nous interpeller, c'est des personnes qui nous interpellent déjà et à qui on ne peut pas pour le moment apporter notre aide. Et c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme, qu'on va créer cette plateforme. C'est des personnes qui sont passionnées de l'océan, qui sont sur un récif, qui ont une petite association. Ça va être tout type de personne qui a envie de faire quelque chose mais qui n'a pas les moyens, soit qui ne sait pas aller chercher des financements, soit qui ne sait pas se mettre en avant, soit qui ne connaît pas les méthodes scientifiques pour bouturer du corail ou faire telle ou telle chose. Donc nous, on va vraiment apporter une feuille de route, des outils, des financements si on le peut, et de la visibilité pour aider ces personnes à lancer leurs projets partout. Il y avait une autre question là-bas. Oui, en fait, ça vient un peu par-dessus ce que vous étiez en train de dire. Il y a plusieurs associations qui œuvrent sur le champ de la protection des coraux au niveau international, hein, notamment australienne, je crois, et d'autres. Comment vous pouvez travailler en complémentarité pour être sûr de ne pas mener des initiatives concurrentes ? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, il y a beaucoup de projets de restauration corallienne partout dans le monde. Vous avez cité quelques gros projets qui ont énormément de financement, qui sont millionnaires, qui sont menés par des universités en Australie, notamment en Floride. Alors, en dehors de ces grands projets, il y a aussi énormément de tout petits projets qui n'arrivent pas à voir le jour. Et nous, c'est vraiment ces petits projets-là et ces porteurs de projets locaux qui viennent des communautés, qui sont impliqués dans les communautés et qui n'ont pas tous ces savoirs scientifiques forcément qu'on veut toucher et qu'on veut aider. Merci. On avait une autre question devant et suivant la brièveté de la question et de la réponse, on aura peut-être une dernière. Si vous voulez, levez la main. Bonjour, Laure, Fondation Le Marchand. On se dit comment réussir à restaurer si la destruction elle est permise encore aujourd'hui, puisqu'évidemment la destruction ça va beaucoup plus vite que la restauration. Est-ce que vous menez des actions de plaidoyer aussi pour faire évoluer, alors on sait que Bloom fait un travail exceptionnel, mais est-ce que vous avez ça aussi, ou au contraire vous laissez Bloom faire ce travail-là? Comment vous œuvrez pour éviter d'avoir besoin de restaurer? Oui, en effet, Bloom a cette expertise qu'on salue vraiment. Nous, on n'a pas cette expertise de plaidoyer. De notre côté, on sensibilise. Donc, c'est là où donc chaque projet, on travaille directement avec les communautés locales pour avoir un effet boule de neige. Donc, par exemple, en Indonésie, on a 8 salariés. La plupart sont anciens pêcheurs. Et ils ont permis de sensibiliser un village entier de 700 habitants qui maintenant comprennent l'utilité du projet, qui voient les poissons revenir, la biodiversité, qui comprennent les techniques à ne pas utiliser. En Espagne, sur notre projet, c'est différent. On travaille avec des centres de plongée, donc c'est une zone extrêmement touristique. Donc on sensibilise aussi via ces centres de plongée qui vont... donc voilà, toujours dans cet effet boule de neige, on travaille aussi avec les enfants. On a des ateliers, on fait des ateliers dans les écoles pour sensibiliser et justement surtout sur des thématiques plus globales comme le réchauffement des océans ou l'acidification. Il y a un vrai besoin de sensibilisation. J'ajoute juste une précision sur le plaidoyer. On essaye évidemment de pousser, de proposer à nos porteurs de projets locaux de faire du plaidoyer localement. En Espagne notamment où on est implanté, on a une porteuse de projet, une directrice du projet qui fait énormément de plaidoyer localement pour renforcer les régulations sur la zone protégée où ils sont implantés. Et notamment ils ont réussi à avoir quelques victoires d'approfondir les régulations qui existaient sur cette zone protégée. Donc oui, l'idée, c'est dès qu'on le peut, d'essayer de s'adresser aux autorités et d'avoir des lois renforcées localement et toujours de travailler avec des zones protégées au maximum. Merci beaucoup. Donc, bien évidemment, je rappelle deux choses.